C'est lancé, c'est lancé. J'ai rien pour l'instant. Ah, ça y est. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, ceux qui m'entendent, je vais vous proposer de mettre un like. Je vais d'abord me montrer. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Et ceux qui m'entendent, je vais vous proposer donc de cliquer sur le bouton j'aime pour me dire que vous m'entendez bien. On va attendre un peu pour ceux qui veulent arriver à l'heure. Donc, je vais laisser encore un tout petit peu de temps, ok? Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. À tout de suite. Ok, on va démarrer. On va démarrer. Alors là, ce qui va se passer, c'est que dans ce live, je vais essayer d'être un tout petit peu plus court, d'accord, que sur les autres lives. On va parler d'un sujet bien particulier, pour ça qui fait intéresse. On va parler d'un sujet qui concerne notamment ceux qui veulent devenir salariés. Et je pense que même les entrepreneurs seraient concernés, on va dire, par ce sujet. Et donc le sujet, c'est comment trouver un nouveau job, donc celui de vos rêves, même en étant dans la crise mondiale. Voilà, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui et que je vais vous partager lors de ce webinaire. Donc, ce qui va se passer, d'abord et avant tout, je vais vous expliquer, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, je vais partir en déplacement. Donc, je ne ferai pas de webinaire pour lundi prochain. On se reverra le lundi d'après, d'accord? Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse éventuellement continuer à se suivre via ma page Facebook, puisque sur la page et non pas dans le forum privé, sur la page Facebook, je continuerai à partager quelques petits contenus pour vous, d'accord? Quelques phrases de citation inspirantes, on va dire. Je continuerai à partager beaucoup de choses de ce genre-là et peut-être même que je ferai quelques petites vidéos live d'une minute rapide, si vous voulez, pour vous expliquer un peu dans quel endroit je suis et quand j'aurai peut-être des envolées de pensée, à ce moment-là, j'aurais peut-être envie de vous partager tout ça. Donc, je fais vraiment au feeling, au fur et à mesure. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Facebook Live de lundi prochain ne se fera pas. Il se fera le lundi d'après. OK? Voilà. Cela dit, en passant, ceux qui auront envie de communiquer avec moi et qui auront regardé, on va dire, la rediffusion de nos anciens Facebook Live. Ici, on va enchaîner sur le deuxième, d'accord? Le deuxième Facebook Live. Quand vous aurez vu le premier et le second, vous pourrez éventuellement participer à la proposition que je vous fais à la fin du Facebook Live pour les semaines d'après, d'accord? Et donc, on va pouvoir se voir et interagir lors de rendez-vous diagnostiques
pour pouvoir voir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre situation, hein, votre situation actuelle, et comment vous pouvez vous positionner pour pouvoir améliorer vos domaines de vie et obtenir la vie que vous méritez dans chacun de vos domaines de vie. Donc voilà. Donc, pourquoi je voulais vous parler et vous partager cette histoire, on va dire, de trouver un nouveau job, c'est parce qu'on vit dans un contexte dans lequel on nous vend vraiment l'opposé de tout ça. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit que c'est la crise et que comme c'est la crise, il faut accentuer le côté existentiel, on va dire, de votre personnalité plutôt que le côté vivant. D'accord? Or, ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est faux. On va parler justement un tout petit peu de ces deux notions fondamentales de comment exister sur Terre et comment vivre sur Terre et quelle est la différence entre exister et vivre. Alors, de mon point de vue, il y a une différence fondamentale entre le fait d'exister et le fait de vivre sur Terre. D'accord? L'existence, c'est quoi? L'existence, c'est une forme physique, c'est une matière physique, d'accord, que vous pouvez toucher, que vous pouvez palper avec vos mains, d'accord? L'existence est une forme physique qui occupe un espace sur Terre, qui occupe un lieu. Et une seule chose à la fois occupe un espace sur Terre. Si vous prenez par exemple des bouquins et que vous les rangez dans une bibliothèque, si vous voulez, vous avez un gros livre, admettons un dictionnaire. Ce dictionnaire, vous le rangez dans votre bibliothèque. Ce dictionnaire, il va occuper un espace dans votre bibliothèque. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir mettre d'autres livres à la place de ce dictionnaire, parce que ce dictionnaire occupe déjà un espace. Voilà. Donc, c'est ça vraiment exister. C'est vraiment occuper un espace dans la matière et dans le temps. Dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? La notion fondamentale de la vie est beaucoup plus différente. Quand on parle de crise mondiale, on parle de ce qui a rapport avec la matière, de ce qui se passe à l'extérieur de vous. D'accord? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une autre version de la réalité, d'accord, à un niveau beaucoup plus supérieur qui ne dépend absolument pas des faits réels qui vous entourent, et c'est le fait même d'être vivant. Quand vous êtes vivant, dans quoi que ce soit, vous générez, vous stimulez dans votre vie, autour de vous, dans votre environnement, vous transformez cet environnement, vous transformez donc la matière, et la matière c'est l'environnement dans lequel vous vivez, vous transformez tout ça, pour pouvoir créer et manifester dans votre vie ce qui vous correspond et ce qui vous appartient déjà en termes de potentiel. Voyez? Donc là, je donne une notion un peu quantique, mais on parlera de manière un tout petit peu plus terre à terre tout à l'heure. Donc, votre rôle, en fait, quand vous voulez trouver un job, quand vous voulez trouver un travail, c'est vous demander si vous êtes là pour faire si vous êtes là pour exister ou si vous êtes là pour vivre. Vous voyez? Cette différence, quoi. Est-ce que je vis quand je vais postuler pour trouver tel ou tel travail? Est-ce que je me sens vivant au plus profond de moi? Ou est-ce que je me sens juste exister en mode zombie, hein, on va dire, comme quelqu'un qui parcourt son temps et sa vie à travers des obligations, vous voyez, à travers des ordres. Pour vraiment dissocier la différence entre le fait de vivre et le fait d'exister, vous avez des points de mesure. Par exemple, quand vous dites « je veux faire quelque chose », le fait de vouloir, ça sous-jacent, que vous avez une certaine forme de pouvoir sur la réalité qui vous entoure. Vous voulez acquérir quelque chose dont vous avez pertinemment le potentiel d'acquérir. Donc, je veux faire quelque chose, je veux obtenir quelque chose. Par contre, quand vous dites « je dois faire quelque chose », quand vous dites « je dois obtenir quelque chose, je dois trouver du travail parce que je dois payer des factures », à ce moment-là, vous êtes dans le paradigme existentiel et vous n'êtes pas dans le paradigme vivant. Vous n'êtes pas vivant, en fait. Pour savoir si vous êtes vivant ou pas, on en parlera tout à l'heure, il faut savoir si ce que vous vivez comme cible, comme objectif, crée vraiment à l'intérieur de vous quelque chose d'aligné, quelque chose qui vous rend vivant, quelque chose qui vous rend passionné, quelque chose qui vraiment transcende, on va dire, tout l'ensemble de vos cellules intérieures, d'accord, et qui va pouvoir, quelles que soient les circonstances, les événements, les situations, que ce soit la crise, que ce soit le regard des autres ou autre, d'accord, qui va pouvoir générer
vraiment dans votre vie, dans votre quotidien, quelque chose qui correspond à ce que vous êtes réellement. Et si toutefois, à un moment donné, vous sentez qu'au plus profond de vous, il va falloir un tout petit peu de temps pour générer cette chose-là, quand vous êtes connecté à votre propre vivant intérieur, à partir de ce moment-là, tous les faits qui se trouvent autour de vous n'auront aucun effet sur ce que vous ressentez en interne, à l'intérieur de vous. Vraiment, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la réalité qui vous entoure et ce que vous vivez à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant, ou dans vos croyances, si vous voulez, ou dans votre état d'esprit. Et c'est de ça dont on va parler sur comment trouver le job de vos rêves, parce que aujourd'hui, on vous dit que c'est la crise, et que comme c'est la crise, il faut absolument, on vous vend ça d'ailleurs, il faut absolument que vous puissiez trouver un travail que vous détestez, limite, mais qui va vous permettre de payer vos factures. Si vous le faites dans des conditions bien spécifiques, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, j'ai un projet, je veux réaliser ce projet, je veux avancer vers ce projet, mais il me faut un peu d'argent. Donc, je fais un petit boulot à côté pour pouvoir mettre de l'argent de côté et ensuite alimenter grâce à cet argent mon projet. Là, c'est OK, là, on est d'accord. Mais si vous vous dites, voilà, je déteste ce que je fais à l'heure actuelle comme boulot et qu'on vous demande pourquoi tu fais alors ce travail, que vous dites, ben, je sais pas parce que c'est la crise et qu'il faut bien que je paye mes factures, à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous permettre, vous autoriser à vous repositionner sur ce qui est vraiment le plus important pour vous. Je vais vous raconter quelques petites histoires, quelques petites anecdotes, on va dire, de ma vie, de mon vécu, lorsque j'étais plus jeune. Ça fait à peu près 24 ans. Et donc, j'avais aidé une amie à créer sa société, qui était spécialisée sur des systèmes de sécurité pour villas. Et donc, comme j'étais jeune et que je faisais ça de manière officieuse, et non pas officielle, vous voyez, j'étais considéré comme un jeune qui devait rentrer dans un service d'accompagnement social pour trouver du travail et s'insérer dans la vie, dans le quotidien, etc. Donc, ce qui générait une double personnalité que ceux de ce service avaient vraiment remarqué chez moi. Ils avaient remarqué que j'étais différent des autres personnes, que j'étais là, mais que j'étais pas du tout à ma place, que j'étais pas là pour être là et que je devais pas être là, mais que de par mon âge, voilà, le système administratif a fait que, à un moment donné, je me suis retrouvé dans cette situation et ils en étaient désolés. Parce que ce qui se passait, c'est que, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes qui, à ce moment-là, recherchaient un emploi, recherchaient du travail, comme ouvrier, maçon ou du travail comme main-d'œuvre chez un garagiste du coin. Et j'avais à ce moment-là d'autres idées en tête, on va dire d'autres occasions, d'autres opportunités, d'autres défis, d'autres challenges à l'aube déjà de mes 24 ans. Et pendant que j'étais là, j'ai aidé cette fameuse amie à mettre sur pied donc sa société. Et on a rapidement, en fait, vraiment très rapidement, au bout de quelques mois, mis en place des télépros, on va dire, et des commerciaux. Donc, il y avait une équipe à peu près de 4, 5, 6 personnes, déjà. 6 personnes, au bout de quelques mois, qui démarraient avec nous l'aventure pour commercialiser donc les produits. Et ce qui a été intéressant, déjà, à la base, c'est pour ça que je vais aussi vous partager ce contenu. Si vous êtes salarié, par exemple, que vous m'écoutez en tant que salarié, mais si vous êtes entrepreneur, vous allez vraiment acquiescer ce que je suis en train de dire. Donc, je me positionnais comme un entrepreneur à ce moment-là. Alors, l'avantage aussi, petite parenthèse, de toutes mes expériences, c'est que j'ai vécu selon les différentes strates de la société. Donc, j'ai un regard vraiment à 360 degrés. J'ai un regard d'entrepreneur, j'ai un regard de salarié qui va chercher un emploi, j'ai le regard d'un entrepreneur qui est derrière en train de regarder justement le CV pour voir si ça correspond à ses besoins ou pas. Vous voyez? Donc, j'ai fait vraiment, et j'ai testé pas mal de choses dans ma vie, d'accord? Pas mal d'expériences, pas mal d'aventures, toutes les aventures possibles et inimaginables. J'ai même testé des métiers qui demandaient, soi-disant, des diplômes, et pour voir un peu comment je pouvais me démerder pour pouvoir enlever cette croyance à travers les faits, la croyance de dire qu'il faut absolument un diplôme dans tel secteur ou tel domaine pour pouvoir exercer ce métier en tant qu'entrepreneur ou salarié. J'ai testé en me disant, mais voyons voir, je vais voir si effectivement c'est réel ou pas, et ça s'est avéré être faux, puisque j'ai réussi sans diplôme, on va dire, dans telle entreprise, j'ai réussi à me faire embaucher comme salarié dans un secteur que je ne connaissais absolument pas. Et donc voilà. Donc, il y a des croyances, même dans cet état de fait, on va dire,
les circonstances, les événements peuvent se forger à travers nos croyances. Même dans cet état de fait, il y a des exceptions. Quand on devient juriste, quand on devient docteur, par exemple, quand on est dentiste, vous voyez, si vous êtes docteur et que vous opérez à la place du cerveau plutôt que le cœur de votre patient, vous risquez d'avoir de gros ennuis, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Donc, il faut quand même connaître un minimum, on va dire, de biologie pour pouvoir exercer ce métier. Certains même qui connaissent énormément ce métier ont oublié parfois des ciseaux dans le corps. Oui, c'est déjà arrivé. Des ciseaux, oui, voilà, ou des scalpels dans un corps humain après l'avoir opéré. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu, voilà, qui sont un peu prenantes. Et il faut éviter ça à tout prix. Mais on peut quand même comprendre et considérer que beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de métiers, et en grande majorité, on a énormément de métiers, et même énormément de métiers qui se créent d'ailleurs, qui demandent justement ce savoir-être d'abord et ce savoir-faire. Et vous, c'est ce que vous devez mettre en avant. C'est ce qui va vous permettre, ce savoir-être et ce savoir-faire, c'est vraiment ce qui va vous permettre, à un moment donné, d'aller chercher vous-même des compétences techniques. Donc, une fois que vous êtes en mode vivant, comme je disais, d'accord, une fois que vous faites réellement ce qui vous plaît dans la vie, vous allez chercher ensuite des outils qui vont vous servir. Vous voyez, vous allez chercher des outils qui vont vous servir. Et vous allez les chercher dans les faits. D'accord? 80% de psychologie, 20% de technique. Et donc là, ce que je vais vous partager, c'est que dans cette histoire, lorsque j'ai aidé cette personne, donc, qui était une amie, à créer sa société, avec une équipe, lors de l'entretien d'embauche, voilà ce qu'elle me disait. On avait à peu près une pile, oui, comme ça, on va dire, de CV, hein, et de lettres de motivation. Et elle me disait, mais c'est fou. J'ai l'impression qu'on est le groupe Danone. Et c'était vrai. Mais vraiment, on avait les boîtes aux lettres qui étaient remplies. Voilà. Donc, on a dû trier tout ça un peu sur le volet. On a dû faire passer des entretiens à certaines personnes. Et il s'est trouvé qu'elle me demandait toujours, en fait, qu'est-ce que tu penses de lui ou qu'est-ce que tu penses de cette personne. Et invariablement, alors peut-être que c'est une intuition, mais invariablement, je lui disais, ben écoute, lui, je te dis tout de suite, dans 3 mois, il ne sera pas là. Il y avait des gens qui arrivaient avec une certaine forme d'attitude, de comportement, qui laissaient transparaître leur stress, mais d'une manière, pour moi, c'était mais totalement évident. Je voyais un jeune homme qui s'était vraiment pointé devant nous, dans l'entretien d'embauche, qui voulait travailler dans les systèmes de sécurité pour Villa, et je pense que le point de jonction qu'il a trouvé pour pouvoir travailler comme commercial là-dedans, c'était le fait qu'il était gendarme. Il a été gendarme. Voilà, c'est ce qu'il avait mis en avant. Mais ça, c'est ce qui est mis en avant sur le CV. Le CV, c'est un bout de papier, ok? On est en mode, comme je vous dis, existentiel. On existe à travers une expérience. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as vécu à travers ça? Qu'est-ce que tu laisses transparaître dans ton vivant à l'heure d'aujourd'hui? Qui es-tu à l'heure d'aujourd'hui? Que tu aies fait ça et que ça ne te corresponde pas, qu'est-ce que tu as appris là-dedans, d'accord, qui va te permettre d'avoir une nouvelle personnalité, d'apprendre sur la vie, d'apprendre sur ton quotidien. Et quand je le voyais, j'avais pas tout ça. J'avais vraiment quelqu'un qui travaillait en mode existence et je savais pertinemment qu'il était là pour payer ses factures. Et limite, si on l'embauchait, en fait, on ne lui rendait pas service. On ne se rendait pas service à nous parce qu'il allait vraiment pas être opérationnel là-dedans. Parce que lui, ce qu'il cherchait avant tout, c'est vraiment de payer ses factures. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, bah, écoute, tu peux toujours essayer, tu peux toujours tester, tu peux toujours le prendre, mais tu verras, dans 2 mois, dans 3 mois, il va jeter l'éponge. Ça va pas lui rendre service. Et donc, elle l'a quand même pris, et au bout de 2 mois, justement, il a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge, clairement. Et donc, quand elle m'a dit ça, je suis rentré au bureau, et je lui ai regardé, j'ai fait, mais je suis pas surpris. C'est-à-dire que, quand on l'avait en face de soi, pour moi, il était déjà au bord de la plaque. Il était déjà au bord des carreaux, si vous voulez, il était au bord du gouffre, il n'en pouvait plus. Il transpirait un stress, une tension de « je n'en peux plus ».
Là, vraiment, je n'en peux plus, je suis au bord du gouffre. Il était dans un état d'esprit qui ne correspondait pas à quelqu'un qui disait, moi, c'est ça que je veux faire. Je vibre ça, je ressens ça au plus profond de moi, et je vais travailler avec vous comme salarié, ok, d'accord, mais sachez que je ne suis pas là en tant que salarié, d'accord, j'ai un autre état d'esprit, moi je veux vraiment collaborer avec vous. C'est vous qui allez m'aider, vous êtes entrepreneur, votre but c'est de faire en sorte que votre entreprise, elle avance, d'accord, on va collaborer ensemble, parce que vous en tant qu'entrepreneur, il vous faut des salariés, il vous faut des employés. Donc on est dans un rapport gagnant-gagnant, tous les deux ensemble. Et on va travailler ensemble pour aller vers votre objectif. Et moi, je vais utiliser aussi votre entreprise comme levier, comme tremplin pour atteindre mes propres objectifs, mes rêves, mes vidéos. Et ce truc-là, il me passionne et c'est pour ça que je viens vous voir, plutôt qu'une autre personne dans un autre domaine, dans un autre secteur. Et donc voilà, on a vu notre personne et il me dit, mais lui, qu'est-ce que tu en penses? Donc de lui, je dis, mais écoute, lui, il a une cinquantaine d'années, il est père de famille, il fait ce qu'il fait, il a de l'expérience dans ce domaine, il a travaillé pour des grosses boîtes qui sont concurrentes, parce que nous, on représentait une grosse boîte, une grosse enseigne. On avait créé donc une filiale d'une enseigne de Lyon, en fait, dans le sud de la France, à côté de Montpellier, si vous voulez. Et donc, cette personne, en fait, avait vraiment un bagou, un vécu. Et je lui ai dit, non, lui, c'est sûr, il va rester. Et ça s'est avéré. Il est resté. Donc, il savait déjà, il avait une expérience, il y avait quelque chose qui n'avait pas plu dans l'ambiance, dans l'état d'esprit de ces humains, on va dire, qui travaillent dans cette boîte de Lyon. Et donc, il a voulu changer de boîte. Et c'était OK. Parce que lui, il était en mode vivant. Il avait déjà gagné beaucoup d'argent en tant que commercial dans cette autre boîte. Il savait comment faire, il savait comment commercialiser le produit concurrent qui ressemblait vraiment au produit de cette grosse enseigne. Et donc, il était vraiment dans un état d'esprit différent. Et donc, quand il s'est pointé lors du rendez-vous, il y avait vraiment un rapport collaborateur. Donc, nous ne l'avons pas pris de haut parce que nous étions des entrepreneurs, et lui ne nous a pas pris aussi de haut parce qu'il pouvait aussi nous prendre de haut. Moi, j'avais 24 ans, et l'ami que j'aidais n'avait pas vraiment atteint les 30 ans, elle était peut-être à 28, 29 ans, vous voyez. Donc voilà, donc on avait vraiment collaboré là-dessus. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que, en parallèle, comme je vous expliquais, j'étais dans un institut de formation pour les jeunes, en voie d'insertion. On a beaucoup de systèmes comme ça chez nous en France. Voilà. Et dans ce système, donc, ceux de ce système, tous les formateurs savaient que moi, à côté, je travaillais pour aider cet ami à développer son entreprise, et que j'avais dit que une fois qu'elle aura développé son activité, moi je partirai faire ma route parce que c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Vous voyez, donc je suis vraiment aligné sur mes propres valeurs. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose que ça. Donc, une fois qu'elle a bien démarré, une fois qu'elle a bien décollé, je tirerai ma révérence parce que c'est sa société, ça lui appartient. C'est pas mon domaine, c'est pas ma passion. Et moi, ce qui me passionnait, c'est déjà ce côté entrepreneurial, d'entreprendre quelque chose et d'aider quelqu'un à entreprendre quelque chose et de le faire en plus en autodidacte avec beaucoup d'instinct et peut-être un état d'esprit différent, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais quelque chose d'inné qui me permettait de voir les choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre donc ces formations qui étaient pour moi vraiment très classiques. Et à un moment donné, on arrive dans un cours. Et ce cours, c'était comment faire des CV et des lettres de motivation. Alors bien sûr, j'ai tourné de l'œil parce que c'est ce qu'on faisait toute la journée déjà, d'accord? Et là, on nous proposait un cours sur comment faire des CV, des lettres de motivation pour un entrepreneur, etc. Et ce qui a été intéressant dans cette histoire, c'est que la personne, le formateur, qui était une femme qui avait à peu près une quarantaine d'années, qui devait nous faire le cours, le jour J, le matin où elle devait nous faire ce cours, avec des ateliers, des stages, elle a reçu un coup de fil, donc elle est partie en trombe au bureau, parce qu'elle avait reçu un coup de fil qui avait l'air assez important. En tout cas, on voyait sur son visage, elle est partie vraiment au courant, on voyait que c'était très, très, très important pour elle d'aller voir de quoi il s'agissait, c'était quelque chose d'assez privé, d'assez familial. Et à son retour, elle nous expliquait que, effectivement, elle avait son gamin, en fait, qui était à l'école, et qui était gravement malade, et donc il fallait le prendre et l'embarquer tout de suite, l'amener tout de suite, etc. Donc j'avais pas tous les détails, mais une fois qu'elle nous avait expliqué ça, elle était extrêmement perturbée,
Et là, elle a pris son cours, elle a pris tout son calepin, elle avait à peu près ça, et elle m'a regardé et elle m'a dit, mais véridique, et je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais 24 ans, elle m'a dit, Maurice, tiens, blam, elle a posé le cours, donc on avait des tables à U ou à O, vous savez, mais un peu comme un rectangle. Elle a posé carrément les cours devant moi sur la table, en me disant, Maurice, tiens, tu prends ça, tu prends les cours, et tu vas faire le cours à ma place. Moi là, j'ai pas le temps, et je dois absolument partir. Et donc, je suis resté un peu surpris, parce que pour moi, ce n'était pas prévu, mais à mon avis, dans leur bureau, ils avaient dû en parler. Je me suis retrouvé avec cette pile sur la table, j'ai feuilleté, j'ai regardé de quoi il s'agissait, et je me suis dit, ok, je vais leur faire à ma manière. Et ça ne va pas être une formation, on va dire, solennelle, ça va être vraiment du vécu, ce que je vis moi sur le terrain. Mais pas ce que je vis sur le terrain en tant que petit jeune de moins de 24 ans, qui va chercher du boulot chez un entrepreneur et qui se met à trembler, non. Je vais leur montrer ce que moi je vis sur le terrain parce que j'ai des intérêts de créer, de développer une entreprise. Et quand on a des intérêts de créer et de développer une entreprise, voici ce que pense l'entrepreneur. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, voici ce que je pense. Donc, je vais vous partager ce que je pense et on va faire des simulations, on va faire des ateliers. D'accord? Je vais me mettre dans le rôle de l'entrepreneur. Vous allez passer devant. Donc, chaque élève passe un par un. On a fait ça toute une journée, le matin pendant 4 heures et l'après-midi pendant 3 heures. Et à tour de rôle, ils sont passés. Et je leur ai dit de se présenter. Et à chaque fois, je les corrigeais pour qu'ils puissent améliorer leur présentation. Vous voyez? En disant, tu vois, là, par exemple, si je suis entrepreneur et que tu me dis ça comme ça va peut-être pas passer, ça va peut-être pas coller. Essaye plutôt de voir cette approche, essaye plutôt de voir sous cet angle-là comment ça peut faire. Et ce qu'il me disait, mais c'est génial, franchement, j'aurais aimé voir un entrepreneur comme toi qui est cool, mais carré à la fois, parce que tu es franchement cool, tu nous mets à l'aise, mais en même temps, tu es carré dans ce que tu dis. Je leur disais, mais oui, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et si vous voulez, je leur expliquais aussi que ils ne devaient pas partir voir un entrepreneur en mode mendiant, d'accord? Ils devaient partir voir un entrepreneur en mode, ok, écoute, toi, tu es en face de moi, je fais ce que tu veux. D'accord? C'est pour ça que je viens te voir. Je sais quels sont tes intérêts. Je fais ce que tu veux. Je fais ce que tu as en tête. Là, tous les jours, depuis un certain temps, peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être 15 jours, peut-être une semaine. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu cette annonce. Donc, je viens te voir parce que moi aussi, j'ai quelque chose en tête. Et du coup, ce quelque chose que j'ai en tête correspond exactement, il y a à un moment donné un point de jonction entre ce que moi j'ai en tête et ce que toi tu as en tête. Et ça serait bien qu'on trouve un pied d'égalité, un point d'égalité, gagnant-gagnant, entre ce que toi tu veux et ce que moi je veux. À un moment donné, nos chemins, ils sont amenés à se croiser. Et donc, du coup, dans mon état d'esprit, ce que je vais te permettre, et ce que je vais me permettre, c'est de voir si on ne peut pas faire ensemble un bout de chemin ensemble, justement. Toi, tu es un être humain, et je te parle en tant qu'être humain. On va enlever toute cette casquette d'entrepreneur, je vais enlever cette casquette de salarié, et je vais te parler franco. Vous voyez, si vous avez cet état d'esprit, vous êtes en mode vivant. Pourquoi? Parce que au niveau de votre cerveau, vous avez 3 niveaux, d'accord, de conscience, et au niveau de votre cerveau cortical, vous donnez un sens à ce que vous faites. Vous donnez vraiment un sens à ce que vous faites. D'accord? Ce qui différencie pour un être humain qui peut générer du vivant dans la matière c'est les faits, les circonstances. Pour vous, de votre point de vue, tous ces faits et ces circonstances, ces événements, ces situations, les gens que vous rencontrez, d'accord? Tout ça fait qui est donc à l'extérieur de vous et que vous pouvez canaliser à travers vos 5 sens. Tout ça, pour vous, dites-vous que c'est un mode inerte, que tout ça c'est inerte. Et que c'est le sens que vous allez donner à tout ça qui va générer de la vie à travers tout ce qui rentre comme information dans votre corps, dans votre esprit, dans vos pensées, etc. Donc du coup, ce qui est intéressant et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre, mais ok, c'est génial. On a un mode vivant, on a un mode existant, d'accord? Tout ce qui est du mode factuel, la crise mondiale, le manque d'argent, des factures à payer, des crédits, etc., c'est des faits. Mais ce qui est important, c'est comment à l'intérieur de moi, je me donne la capacité de contrôler ces faits à travers mon état d'esprit. Parce que c'est ça qui va être important. Et c'est ça qui va générer, on va dire, dans votre quotidien,
des résultats positifs, ce que j'appelle des résultats positifs, et que je dissocie des résultats tout court, vous pouvez obtenir des résultats, chercher un emploi, voilà, hein, envoyer un CV, une lettre de motivation, on vous dit oui, vous allez obtenir un résultat, tout le monde peut le faire. Mais ce qui va vous permettre d'obtenir des résultats positifs dans votre vie, c'est justement le fait de donner un sens à ce que vous faites. D'accord? Contrairement à ce que vous disent les administrations, contrairement à ce que vous dit l'école, la scolarité, obtenir un diplôme parce qu'il y a un débouché là-dessus, vous, ce que vous devez faire avant tout, c'est vraiment donner un sens à ce que vous faites. Parce que si vous ne faites pas ça dès maintenant, tôt ou tard, vous finirez par le regretter. Et il ne faudrait pas que vous le regrettiez, sur votre lit de mort. Vous comprenez? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Votre vie a de la valeur et il faut donner du sens à votre vie. Lorsque vous donnez du sens à votre vie, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre état émotionnel? Vous allez générer de l'enthousiasme. Parce que ce qui donne du sens à votre vie, c'est ce qui vous crée du bien-être. Et comment créer du bien-être dans votre vie, d'accord? Même dans cette thématique sur comment trouver un job, le job de vos rêves, même dans un état de crise mondiale, ce qui va vraiment générer du bien-être en vous et qui va vous mettre dans un état d'esprit supérieur à ce qui se passe actuellement, c'est vraiment de faire dans votre vie ce qu'il y a de plus important pour vous. Si vous comprenez fondamentalement cette notion d'état d'être, vous allez comprendre que la vie, en fait, se base sur 3 niveaux. Et que le premier niveau, c'est d'abord votre état d'être. Le second niveau, c'est ce que va générer votre premier niveau. Donc, une fois qu'on est dans un certain état d'esprit, une fois qu'on est dans un certain état émotionnel, on va de suite enclencher par derrière des actions qui sont adéquates et alignées sur cet état émotionnel. Et les actions alignées sur cet état émotionnel vont générer adéquatement, forcément, des conséquences relatives à l'état émotionnel et aux actions générées de cet état émotionnel. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez obtenir, si vous avez des pensées positives, vous allez obtenir des résultats positifs. La qualité donc de vos pensées génère la qualité de vos résultats. Et cette loi est fondamentale et elle est invariable. Ce n'est pas la qualité de votre CV qui va générer la qualité des résultats. Parce que si vous avez un CV d'extrême qualité, admettons que vous soyez jeune, que vous ayez une vingtaine d'années, d'accord, et que vous ayez votre oncle ou votre tante qui travaille dans une grosse boîte de ressources humaines, d'accord. Votre oncle ou votre tante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais écoute, moi je vais t'aider parce que tous les jours j'ai des cadres, d'accord, on est carrément des chasseurs de tête, et pour des grosses multinationales, pour des boîtes françaises du CAC 40, en tant que chasseur de tête, on cherche des hautes pointures. Et on fait ce qu'il faut mettre dans un CV de lettre de motivation. Donc, je vais t'aider à faire ton CV, ta lettre de motivation. Admettons, d'accord? Dans cet exemple, vous êtes jeune et vous avez donc votre oncle ou votre tante qui va vous aider à faire votre CV et votre lettre de motivation. Et votre CV et votre lettre de motivation vont être parfaits. Et comme ils seront parfaits, vous allez être reçu lors de l'entretien. Et lorsque vous allez être reçu lors de l'entretien, on va frotter les mains en se disant on a quelqu'un de vraiment génial, on a quelqu'un de top. Et quand ils vont vous voir, ils vont voir l'inverse de ce qu'ils ont vu ou de ce qui a laissé transparaître sur votre CV. Et là, ils vont être déçus parce qu'ils vont tomber 2 fois plus haut que si vous avez fait un CV banal. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre attitude n'est pas alignée sur votre comportement, à partir de ce moment-là, voilà. Et la croyance populaire, c'est de penser que ce sont les faits d'abord qui sont importants. Et ensuite, j'attends que les faits arrivent, je me porte les bras. Et une fois que les faits arrivent, je vais générer une attitude et un comportement. Comme si les choses devaient venir de l'extérieur, que je devais les prendre telles qu'elles sont de l'extérieur, sans vraiment réagir sur ma réalité. Vous voyez? C'est pas comme ça vraiment que ça doit se passer pour vous. Peut-être que ça doit se passer comme ça pour les autres parce qu'ils l'ont choisi. Et votre libre arbitre est de faire que les choses, si vous m'écoutez alors d'aujourd'hui, c'est de faire que les choses ne se passent pas comme ça pour vous.
Et vraiment, faites-moi confiance là-dessus, appliquez ce que je vous dis, et vous verrez les résultats que ça va générer dans votre vie, dans votre quotidien, même s'il s'agit de chercher un emploi dans un secteur. Donc, il faut comprendre que ce qui fait la différence entre le fait de vivre et le fait d'exister, vraiment et fondamentalement, ce sont les intentions. Vous voyez, il y a une loi que l'on appelle la loi des intentions, ou le pouvoir des intentions, et c'est ce pouvoir-là qui va vous générer ce que vous voulez dans votre vie, et pas le reste. Que vous ayez un diplôme ou pas, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'interconnexion entre les êtres humains. Si cette interconnexion, elle est franche et sincère, à un moment donné, la personne qui est en face de vous, elle va le sentir. Parce que c'est scientifique et c'est mesurable. On a des tests qui ont permis de mesurer cela. On appelle ça les neuromiroirs. Les neurones miroirs. Vous voyez? En gros, c'est comme si, dans votre cerveau, vous pensez ça. Dès que vous pensez ça, que vos connexions neuronales fonctionnent et se mettent comme ça, dans le cerveau de la personne qui est en face de vous, il va y avoir ça. Si vous pensez, on va dire, allez, ça, dans la connexion neuronale de la personne qui est en face de vous, il va y avoir ça. Si votre CV est super, il est génial, il est faramineux, et que c'est pour ça qu'on vous a employé donc à venir parler de vous, et qu'au final, à l'intérieur de vous, vous générez des émotions négatives, de manque de confiance en vous, etc. Pour finalement, je n'ai pas la valeur de ce CV est trop élevé par rapport à qui je suis, etc. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez générer des connexions neuronales, il va y avoir un système de neuromiroir que l'autre va percevoir inconsciemment et qu'il va rationaliser par un mot qu'on appelle de l'intuition. Et il va se dire, c'est nickel ce qu'il m'a dit, son discours est parfait, son discours est nickel, mais je ne le sens pas. Ou je ne la sens pas. Il manque quelque chose, c'est vide, c'est creux, c'est plat. C'est bien fait, c'est lisse, c'est vrai, ça rentre dans les clous, ça rentre dans le cadre, mais c'est plat, c'est creux et c'est ennuyeux. Donc, à partir de ce moment-là, la personne ne va pas se sentir intéressée. Donc, si vous voulez, c'est cette notion-là qu'il faut vraiment améliorer déjà, et vous devez prendre conscience de cette notion-là pour pouvoir justement postuler pour des emplois qui vous intéressent. Un entrepreneur, ce qu'il recherche, c'est quelqu'un à qui il puisse déléguer quelque chose qui concerne son entreprise. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez vous aussi envie de devenir entrepreneur plus tard, ou peut-être que pas du tout, vous avez juste envie de créer votre propre emploi. Mais en tout cas, ce que vous devez générer comme émotion, vous devez convaincre sur les émotions, le fait de dire oui, je veux travailler avec vous parce que j'ai telle idée en tête. Votre objectif va être le mien. Votre objectif est mon objectif, où nous avons un point commun. Vous voyez? Donc, ça c'est important. Et si vous n'êtes pas dans ce paradigme, dans le monde vivant, avec quelque chose de clair pour vous, d'accord, une intention qui est claire, si vous êtes en mode je dois absolument payer les factures, donc il me faut de l'argent, donc vite, je vais essayer de trouver quelque chose, là, voilà, tout de suite maintenant, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez générer énormément de stress en vous. Quand vous générez du stress en vous, ce mode vivant, il part, parce que votre énergie vitale, et on le dit dans la physique quantique, quand vous générez du stress en vous, il y a une partie de votre cerveau, la zone corticale, qui permet, lorsque vous commencez à conscientiser ce que vous faites, quand vous donnez du sens à ce que vous faites, la partie corticale de votre cerveau, la partie supérieure, va se dire « Ok, ça me fait vibrer, donc je vais amener avec moi toutes les autres parties du cerveau, donc la partie limbique qui correspond aux besoins d'appartenance à un groupe, on partage une vision, on partage des valeurs, allez hop, vous êtes entrepreneur, mais on y va ensemble. On va travailler ensemble, on va travailler en équipe, et je vous promets que moi je suis passionné par ce domaine, et on va y aller ensemble, vous voyez, donc partagez cette vision. Et le côté donc du cerveau reptilien, le cerveau de base, qui est de l'ordre de la peur, la fuite ou l'attaque, voilà, il ne se met pas contre vous, mais il se met avec vous. Donc du coup, c'est un stress qui se transforme en adrénaline et qui va vous permettre de saisir toutes les moindres opportunités quand vous êtes en mode vivant et donc en mode enthousiaste. Vous voyez, on a vraiment fait deux parallèles. Quand vous êtes enthousiaste, à partir de ce moment-là, vous êtes en mode vivant, vous générez de l'énergie en vous, et cette énergie vibratoire vous stimule pour justement aller de l'avant. Et quand vous êtes
dans ce mode, on va dire, stressé, tendu, c'est parce que votre cerveau reptilien, celui qui se trouve à la base, on va dire, de votre crâne, au niveau de votre nuque aussi, ce cerveau reptilien, il va générer des comportements, on va dire, des situations par vos pensées qui correspondent à l'ordre de la peur, le stress, la fuite ou l'attaque dans certaines circonstances, mais dans un entretien d'embauche, vous n'êtes pas en position d'attaquer puisque vous demandez justement quelque chose qui peut être important pour vous. Et donc, quand vous êtes dans cette attitude, il est énormément difficile, en période de stress, si vous voulez, de pouvoir être clair dans ce que vous dites, de pouvoir vraiment répondre aux besoins de la personne qui est en face de vous et de répondre à vos propres besoins. C'est extrêmement difficile, voire impossible. Votre attitude, votre comportement va rebuter la personne qui se trouve en face de vous. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous mettre en mode détente, vous demandez qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous, d'accord? Et surtout, essayez de, d'ailleurs, ce n'est pas essayer, c'est vraiment faire en sorte que vous cherchez le boulot, le travail, le métier qui vous appartient. Je vais vous parler d'une notion, en fait. Je vais vous prendre un exemple. La politique. Oui, dans la politique. Au cours de mon parcours, j'ai travaillé avec des personnes et parfois j'ai travaillé avec des personnes aussi atypiques. Vous voyez, notamment, j'ai travaillé avec une personne, un entrepreneur par exemple, que j'ai aidé à développer son activité, qui lui avait fait des études lorsqu'il était jeune de sciences politiques. Et donc, il avait grandi vraiment sur le banc d'école, dans la même cour d'école, on va dire, que des personnalités que vous connaissez, qui sont connues, dans le monde de la politique, comme Ségolène Royal, Jean-François Copé, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et je vous en passe. Donc, ces personnalités politiques faisaient partie de sa cour d'école, puisqu'il les a connues lorsqu'il était adolescent. Et on avait l'habitude d'avoir ce genre de discussion sur la vie, le monde, l'économie, la société, la politique, etc., entre nous. Et c'est vrai qu'il m'expliquait comment fonctionnait le système de l'école de sciences politiques. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne pense pas que le système de la politique est vraiment fait, et ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, c'est ok pour moi, ça n'engage que moi, mais je ne pense vraiment pas que la politique est faite pour des gens qui ont des vocations. Si vous avez comme vocation d'aider les autres, passez votre chemin. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui faisaient sciences politiques sont parties dans l'entrepreneuriat. Parce que ce système ne les correspondait pas. Ils prenaient ce qu'ils avaient à apprendre en termes d'outils, de connaissances, de savoir technique, et ensuite ils allaient être proactifs dans la vie entrepreneuriale. Le système de la politique, c'est ça. Alors, vous êtes, par exemple, à gauche, parce que vous êtes d'une famille de gauche, d'accord, qui prône des valeurs politiques de gauche, et puis vous êtes un gamin, et en face de vous, vous avez un autre gamin qui, lui, a grandi dans une famille de droite, d'accord, ou d'extrême droite. Allez, on va partir dans les extrêmes, justement, extrême droite, d'accord. Donc, vous êtes de gauche, et puis vous avez quelqu'un qui est d'extrême droite. Quand vous arrivez donc, pour faire vos cours de politique, on va vous dire quelque chose de particulier. Le professeur va vous dire, il va sentir que vous êtes de gauche, vous prenez les valeurs de gauche, il va vous dire, vous, ce que vous allez faire, vous allez me travailler sur un texte pour essayer de me convaincre, d'accord, sur le fait de voter pour vous en tant que personne d'extrême droite. Alors qu'il sait très bien, ce professeur, que cette personne est de gauche et qu'elle a été formée, donc, par la culture parentale, etc., pour prôner des valeurs de gauche, on va dire. Et à la personne d'extrême droite, il a dit, mais vous, par contre, vous allez faire, pour moi, un exposé, on va dire, sur un argumentaire, une plaidoirie, on va dire, de gauche. Et donc, les deux gamins étaient complètement outrés, ils étaient obligés d'acquiescer donc l'exercice du professeur.
Et au final, ils avaient même une option théâtre. Certains faisaient du théâtre, justement, pour pouvoir devenir un autre personnage que leur propre valeur. Et à travers ces outils comme le théâtre, on va dire, ou le fait de prôner des valeurs autres que les leurs, et d'essayer un petit peu de slalomer, de contourner un petit peu la machine comme ça, si vous voyez un peu ce que je vous laisser sous-entendre, ils arrivaient à grandir dans ce système donc, de cursus scolaire, ils arrivaient à grandir, et en arrivant sur le terrain, on pouvait carrément, par exemple, comme François Mitterrand, mettre en avant, en tout début de carrière, des choses d'extrême droite, et puis à un moment donné, se dire, bon, ok, quel débouché il y a maintenant sur le terrain? Voilà, sur le terrain de la politique, quel débouché il y a? Dans quoi est-ce que je vais pouvoir trouver du travail? Ok, il y a du débouché à gauche, je vois que le vent tourne à la faveur, le vent français, en fait, cette population française tourne en faveur majoritairement de la gauche. Donc, je crois que mon côté extrême droite, ça va pas très plaire. Donc, je vais partir donc sur le fait de prôner quelque chose qui a un rapport avec ce. Et tous, je sais pas si tous, mais la majorité, en fait, qui sont partis dans la politique, dans le cursus politique et non pas entrepreneurial, ont fonctionné comme ça. C'est une habitude, en fait. C'est une technique de trouver un débouché. Plutôt que d'être aligné sur nos valeurs. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas jouer à ça. Parce que tôt ou tard, ça se voit, tôt ou tard, ça se sent. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que, en jouant avec ce genre de subtilité basique, terre à terre, qui découle vraiment pour moi du monde de la matière, eh bien, dans ce truc-là, on vit en mode existentiel. On vit donc dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété, etc. Parce que on n'est pas zen, on n'est pas serein, on est toujours sur le qui-vive, on utilise les capacités du cerveau reptilien qui, lui, est plutôt axé sur la peur, la fuite, l'attaque, si vous voulez. Et donc, du coup, on ne génère pas du bien-être en nous, du bien-être créatif, du bien-être constructif, qui en plus apporte de la valeur aux autres, à une population mondiale. Et il est alors impossible, dans ce genre d'attitude, dans ce genre de cursus, dans ce genre de situation, il est impossible de vraiment créer de la valeur, de se sentir bien en se disant c'est génial ce que je fais et voilà ce que j'apporte. Parce que si on s'arrête au débouché, à partir de ce moment-là, on s'arrête à quelque chose de mort. C'est comme une énergie morte, si vous voulez. Hein, d'accord? Ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de vivant, ça n'a pas d'énergie vivante. D'accord? Et nous, en tant qu'être humain, on est fait pour ça, on est fait pour être vivant. Et si vous voulez rentrer dans ce genre de cursus, tôt ou tard, vous allez en subir les conséquences. Si vous avez un métier qui ne vous plaît pas, qui n'est pas fait pour vous, au bout de 15 jours, ou un mois et demi, ou 2 mois, vous allez traîner du pied en vous levant le matin. Vous allez en avoir marre de partir de ce travail. Vous allez y aller à contre-cœur. Vous allez peut-être parfois déprimer. Vous allez peut-être parfois vous sentir dévalorisé. Vous allez peut-être parfois vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie? Qu'est-ce que je fais là? Mais au juste, qu'est-ce que je fais sur Terre? Etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir dans l'autre cursus et de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais là-dedans, je vais dans cette vie, parce que ça a du sens pour moi. Et il y a des méthodes pour ça. Et parmi les méthodes qu'il y a, s'il vous plaît, eh bien, c'est vraiment de comprendre que ce qui est important pour vous, c'est de vous poser 2 minutes et de vous demander vraiment, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux réaliser comme projet, comme rêve, on va dire, dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que je veux réaliser? Donc, vraiment, posez-vous ces questions et demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Donc, je vois Jérémy Anatole qui me dit « Hello ». Hello Jérémy, toujours fidèle au rendez-vous. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir parce que je le fais vraiment pour vous. Et je le fais à cœur, ce Facebook Live. Donc, c'est très, très bien. Beaucoup de personnes vont le voir donc en différé. Et c'est cool aussi. Et là, je veux vraiment que vous compreniez que dans votre vie, il faut vous poser les bonnes questions. Et que ce sont les bonnes questions qui vont vous apporter les bonnes réponses. Il y a un Américain, un auteur américain qui, dans son livre, en fait,
avaient écrit que sur leur lit de mort, beaucoup de personnes se disaient « Je regrette d'avoir travaillé autant. Je regrette d'avoir travaillé autant. » Combien de personnes sur leur lit de mort se disent, maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre dans leur monde existentiel, qu'ils savent que leur mode vivant va se transformer sous un autre état, une autre dimension, ils ne seront plus là sur Terre, incarnés de manière physique, et à ce moment-là, ils sentent et ils savent qu'ils sont sur leur lit de mort, donc ils n'ont plus rien à perdre, plus de factures à payer, plus de crédit pour la maison, plus de crédit pour la voiture, plus de crédit tout court pour tout et n'importe quoi, peut-être pour s'acheter le dernier écran plat, pour regarder le dernier match de foot à la télé. Plus de crédit pour regarder les dernières séries télé dans lesquelles on regarde les autres vivre leur vie, pendant que nous, on est assis sur le canapé, en train de regarder les autres vivre leur vie, en laissant notre vie passer. Donc ils sont là, sur leur lit de mort, et là ils se disent, mais finalement, j'ai quand même eu une vie de merde, et j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé et souhaité pouvoir avoir une vie différente. Si j'avais une baguette magique là tout de suite maintenant, et que je pouvais faire autre chose de ma vie, je pense que j'aurais quand même cherché un autre boulot. Parce que finalement, même si c'est la crise, est-ce qu'il n'y a pas sur Terre des gens qui travaillent et qui sont salariés dans ce qu'ils aiment réellement? Est-ce que ça n'existe pas quelque part? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas essayé. Et comme j'ai pas essayé, alors d'aujourd'hui, je regrette. Et j'ai vraiment envie de retourner en arrière, de remonter le temps pour essayer de faire cette chose-là. Et donc, ça, c'est vraiment la question fondamentale. Vous devez, vous poser cette question fondamentale. Et ensuite, remonter dans le temps, revenir à aujourd'hui, ce soir, et vous dire, voilà, j'ai une seconde chance aujourd'hui, ce soir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation actuelle? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Voilà, ma seconde chance, elle est là. C'est maintenant. Donc, c'est vraiment le truc de se dire, combien de temps est-ce que vous allez passer le restant de votre vie à faire, en fait, des choses, d'accord, que vous n'aimez pas, à vraiment vivre dans un travail que vous détestez au quotidien, à vous lever tous les jours dans un contexte qui ne vous plaît absolument pas, comme si vous étiez un mouton, comme si vous étiez un animal qui ne devait pas réfléchir, qui n'avait pas le cerveau, et qui devait être dans le paradigme, vous savez, le fameux paradigme existentiel de métro, boulot, dodo. Alors, quand on dit souvent qu'il faut se poser des questions existentielles ou qu'on n'a pas le temps de se poser des questions existentielles, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas le temps de se poser des questions existentielles parce que ça ne sert à rien. Ce que vous devez, par contre, c'est vous poser des questions vivantes. Vraiment, vous devez vous poser des questions non pas existentielles, ça ne sert à rien, mais des questions vivantes. Qui je suis? On en revient encore une fois à la même chose. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Combien de temps j'ai? Combien de temps me faut compter? Quand je dis que j'ai pas le temps pour faire cette chose-là, est-ce que ça veut dire que j'ai pas le temps de vivre? Est-ce que j'ai pas le temps de réfléchir sur qui je suis? Quel métier je veux faire? Qu'est-ce que j'adorerais faire? Est-ce que ça ne regarde pas que moi? Est-ce que je peux pas me permettre et m'autoriser d'être égoïste une fois dans ma vie pour trouver un job de salarié? Ou est-ce que je dois ne pas m'autoriser à me faire plaisir, mais faire plaisir à l'autre, mes parents, mes amis, mon entourage, ma famille, qui eux posent un regard sur moi et qui attendent de moi que finalement j'aille dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel boulot, dans tel ou tel métier. Mais moi, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux au plus profond de moi? Et c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie question vivante et non pas existentielle. Et dans cette question vivante, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir les choses différemment. Ne pas rentrer dans le paradigme, oui, mais c'est la crise, tu comprends? C'est la crise, donc on ne peut pas faire ça, c'est la crise. Ok, c'est la crise pour tout le monde. Alors d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent dans cet état d'esprit non pas existentiel, dans cet état d'esprit d'abondance millionnaire, et qui finalement, comme ils ont cette qualité de pensée, ils génèrent dans leur vie cette qualité
factuel, d'accord? Je fais quelque chose de qualité parce que je pense à quelque chose de qualité. Et au final, j'obtiens des résultats de qualité. Et c'est comme ça, justement, qu'on avance, et c'est comme ça qu'on génère ces résultats-là. Voyez? Et si vous devez trouver le meilleur job de vos rêves, ce n'est pas en envoyant des CV de lettres de motivation, en vous disant, je vais faire le meilleur CV ou la meilleure lettre de motivation, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Si vous avez fait ça, vous avez envoyé le meilleur CV, la meilleure lettre de motivation, et que ce n'est pas le meilleur métier pour vous, tôt ou tard, vous allez en subir les conséquences. Or, il y a quelque chose qui se joue sur Terre, que vous devez comprendre parmi les lois infinies de l'univers, c'est que tout est infini dès lors que ça sort de votre créativité. Donc quand on vous dit que c'est la crise, on vous vend un mensonge, on vous vend l'idée que les caisses sont vides, qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, donc forcément il n'y en a pas assez pour vous, voyez. On vous vend le fait que, voilà, il faut essayer de se serrer la ceinture parce que machin, oui, oui. Vous serrez-vous la ceinture pour réaliser votre rêve, votre projet, pour ensuite, dans ce projet, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vous faire plaisir. Et si vous en avez un trop, vous le partagez autour de vous, c'est le but de la vie, quand on est vivant. Et donc on vous dit, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut avoir un diplôme pour chercher un métier, aller chez un entrepreneur, d'accord? On vous dit, voilà, il faut aller voir un entrepreneur et faire tout, tu te tais. Tu fais ce qu'on te dit, tu obéis et tu te tais. Je vous le dis, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous faites ça, vous allez droit dans un mur. Vous, en tant que salarié ou futur salarié dans une autre entreprise qui vous plaît, qui vous passionne, avec un domaine, un métier qui vous plaît, qui vous passionne, vous êtes là pour collaborer avec cet entrepreneur, il va le ressentir. Et peut-être qu'il va même beaucoup trop le ressentir, et trop dans le sens positif, je vous le dis, et à tel point qu'il va se dire, lui, il sort du lot pour moi, ce salarié, il ne mérite pas d'être là. Donc, ou je l'augmente au niveau du salaire, ou je l'augmente au niveau du poste, parce que lui, je lui fais confiance. Il est encore plus à fond que moi dans ma propre entreprise. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais le mettre à un poste de responsable. Et je vais lui demander si ça lui va, si ça lui convient. Vous voyez? Mais c'est votre attitude d'abord qui aura généré ce résultat positif. Donc, vous pouvez obtenir un résultat, avoir un boulot. Chouette, c'est la crise, j'ai obtenu un boulot, ok, j'ai payé des factures. Et après, il se passe quoi? Alors aujourd'hui, ça va, ok. Ouais, mais demain, je changerai tout ça. Aujourd'hui, je regarde la télé. Ok, mais après, il se passe quoi? Et puis, ensuite, vous allez peut-être procrastiner. Vous allez procrastiner et vous allez vous retrouver sur votre lit de chevet à vous dire, ben, j'ai perdu du temps, en fait. Le temps est vite passé. Et j'ai pas vu le temps passer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis encore, combien de temps allez-vous passer le restant de votre vie à faire une chose, un travail, un boulot qui ne vous plaît pas? Et il y a des leviers pour ça. Il y a des stratégies pour ça à mettre en place. On n'a pas suffisamment de temps pour que je puisse vous en parler. Comme je vous ai dit, à la fin de chaque, on va dire, direct, je vous propose de vous inscrire pour un rendez-vous diagnostic concernant votre situation actuelle. On va voir ensemble de manière un petit peu plus précise, un petit peu plus concise, où est-ce que vous en êtes dans votre situation actuelle. Et si vous avez, dans cette thématique, envie de trouver un boulot de salarié qui corresponde à ce que vous êtes réellement, d'accord? À partir de ce moment-là, c'est OK. On va voir où est-ce que vous en êtes. On va voir où est-ce que vous en êtes et comment, justement, vous pouvez arriver là où vous voulez en arriver et comment clarifier ça, justement. Donc, pour cela, je vais vous envoyer donc, un lien pour un rendez-vous, une session diagnostique dans laquelle on va vraiment travailler sur vous. D'abord, dans un premier temps, faire un diagnostic sur votre situation actuelle, voir un peu comment vous pouvez améliorer ça, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. C'est aussi important. Et travailler ensuite là-dessus pour pouvoir améliorer tout ça et donc changer votre état d'esprit pour changer toute votre vie. Quand vous allez faire ça, vous allez vraiment passer à un niveau supérieur. C'est vraiment important pour vous et j'insiste lourdement là-dessus. Donc, vous avez des questions fondamentales, vous savez, que tout le monde se pose, que tout le monde doit se poser dans la vie. Par exemple, voilà, je vais vous proposer à peu près 5-6 questions, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? À quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui vous passionne? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à accomplir, même si vous n'étiez pas payé pour le faire?
Voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment comprendre que on est dans un autre état d'esprit que l'esprit purement scolaire, dans lequel on vous apprend des basiques du monde existentiel, qui ne vous servent pas vous, mais qui servent, je ne sais pas, des organismes, des grosses boîtes, des grosses sociétés qui ont travaillé ou qui ont financé ces écoles à un moment donné. Il faudrait revenir dans le temps pour voir un petit peu à la loupe ce qui s'est passé, comment, sous quel effet, quelle effigie ces écoles ont été créées, d'accord, le côté Jules Ferry, etc. C'est très bien, il y a des choses à apprendre, hein, mais il y a beaucoup de choses à laisser, à mon avis, et je vous conseille vivement de vous donner un coup de pied aux fesses, déjà, hein, pour vous bouger par rapport à ça et vous dire, ok, je vais chercher d'autres solutions, je dois ailleurs, maintenant j'ai grandi, je suis plus à l'école, et c'est tant mieux parce que dans la vie, c'est là que j'apprends vraiment ce qui est important pour moi et ce qui est bon pour moi. C'est pas à travers l'école, la scolarité, etc. Donc, je vois que femme, j'ai un petit décalage, d'accord. Donc, je vois que famille a envoyé, faut toujours autant de bien, fait toujours autant de bien de l'entendre. Ah, ça tombe bien. Alors, j'ai un ami justement, ça me rappelle quelque chose. J'ai un ami qui a son fils qui est extrêmement intelligent. Il est intelligent et son ami a de bonnes notes à l'école. Je voulais expliquer l'histoire de cet ami. Je voulais vous faire une vidéo sur ma page Facebook pour vous en parler, mais là, il m'en donne l'occasion et l'opportunité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans sa vie et qui a obtenu non pas des résultats comme M. et Mme Toulon, mais des résultats positifs. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de photographes en France qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui de temps en temps vont faire des petits boulots à 50 € pour gagner un peu, vous savez, de francs sous, et puis ils ont une activité en dents de scie, et puis ils se disent, bon, mais comme j'ai une activité en dents de scie, je vais faire une activité à côté en parallèle pour essayer de m'en sortir. Voilà. Alors, manque de chance pour eux, ils n'ont pas eu les bons outils, les bons éléments. L'ami en question dont je vous parle, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et de respect, c'est un ami qui, lui, a un parcours totalement différent. Merci l'univers. Il a eu un parcours états-unien. D'accord? Il est parti aux États-Unis. Il s'est formé aux États-Unis avec un mentor qu'il a eu. Et donc, il a travaillé comme photographe avec les meilleurs. Si vous voulez, donc, il a aiguisé ses armes, il a aiguisé ses capacités, ses compétences. À l'heure d'aujourd'hui, dans le sud de la France, et selon mon point de vue aussi, c'est un des meilleurs. Il doit y en avoir deux meilleurs. Entre la région Languedoc-Roussillon et la région PACA. Voilà. Et il en fait partie. Il s'est formé à Miami. Et aujourd'hui, si vous voulez, son business, il est là. D'accord? Il n'est pas en bas. Il n'a pas un business à dents de scie. Et peut-être que s'il a un business à dents de scie, c'est parce qu'à un moment donné, il a accepté un contrat à 5 000 €. Pas plus bas. Vous voyez? Donc, on est dans un autre paradigme. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre quand je vous parle de cette notion, et c'est très anglophone en plus, cette attitude, ce comportement, que vous soyez salarié ou entrepreneur, il faut que vous ayez cette notion de valeur, accorder de la valeur aux autres. Parce que quand vous l'écoutez parler, vous comprenez qu'il a compris fondamentalement qu'est-ce que c'est que cette notion de valeur. Quand il fait des photos, il ne fait pas des photos pour faire des photos. Vous voyez? Vous avez énormément dans la région du sud de la France, notamment du côté Languedoc-Roussillon, moi qui étais dans le Languedoc-Roussillon auparavant, je peux vous le dire, vous avez énormément de jeunes qui se disent photographes et qui prennent en discothèque certaines petites jeunes gamines et qui les photographient comme ça. Donc ils les font s'allonger par terre, ils les photographient, ils se disent photographes. Donc pour l'ami en question, la notion de photographie est beaucoup plus vivante que ça, elle n'est pas existentielle. C'est pas je fais des photos, point, et puis voilà, je les mets en ligne, on va dire, sur Facebook par exemple, hein, dans ma rubrique photo, et puis les gens vont dire waouh, il a une dizaine, vingtaine de nanas prises en photo, donc il est photographe. Non. Il y a vraiment une notion de professionnalisme et de profondeur dans le métier de photographe qu'il a compris. Et c'est pour ça qu'on le paye cher. C'est pour ça que des personnes, des personnalités, allez, on va prendre le minimum, d'accord? Amel Bent, M. Pokora, je pense que vous connaissiez, d'accord? Voilà. Karim Leroy, certains oui, certains non. Voilà. Ces gens-là le payent en fonction de la valeur de ce qu'ils donnent. Vous voyez? Quand vous partez en tant que salarié, c'est exactement comme quand vous partez en tant que freelance, entrepreneur, etc. Vous devez faire en sorte d'augmenter votre valeur.
vous devez faire en sorte de trouver un métier vraiment qui vous plaise. Parce que lorsque vous allez trouver un métier qui vous plaît, vous allez forcément vous y intéresser. Quand vous vous y intéressez, vous allez forcément aiguiser ou vos compétences ou vos connaissances, ce qui va augmenter votre valeur et ce qui va faire que quand vous allez arriver devant l'entrepreneur, ça va se ressentir. Tôt ou tard, il va le ressentir. Même ce que vous allez générer comme attitude ou comme émotion, il va le ressentir. Et il va se dire, il y a quelque chose. Moi-même, lorsque j'étais indépendant, en tant que consultant, j'allais voir des entrepreneurs, et je me souviens d'un gros entrepreneur qui disait à sa femme, devant moi, lui, je veux travailler avec lui, parce qu'il y a quelque chose dans ce regard. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez? Il n'a pas dit, et pourtant, je sais que lui aussi d'ailleurs avait fait Sciences Po à Paris, voilà, mais il avait décidé d'être entrepreneur, et il a des milliards, j'exagère un peu, mais il a des centaines, des milliers d'hectares de vignes, on va dire, dans le sud de la France. C'est phénoménal. Il a même vendu des terrains à un autre entrepreneur qui a récupéré ses vignes. Bon, je ne veux pas faire les détails, mais il a créé un domaine viticole énorme, on va dire, avec spa, sauna, hammam, jacuzzi, un truc vraiment haut de gamme, en plein milieu de ses vignes, avec des hébergements haut de gamme. Et le design de son spa, vraiment, correspond à l'état d'esprit qui fait en allant aux États-Unis, encore une fois. Il allait voir le design, et il me disait, on en parlait justement avec beaucoup de passion, on parlait de l'entrepreneuriat, et il me disait, tu vois, en fait, ils ont 10 ans d'avance sur nous, même au niveau du design. Et donc, j'étais le premier en France à créer ce design dans ce domaine viticole. Vous voyez? Donc, déjà, en tant qu'entrepreneur, il est vivant, il est passionné par ce qu'il fait. Il ne se dit pas, je vais créer 4 murs avec un local, etc. Et donc, l'ami que je vous parlais est aussi pareil. Dans son état d'esprit, il ne fait pas une photo, il fait la photo. Il ne fait pas une photo pour faire une photo, il fait une photo pour créer et générer de l'émotion. Ne soyez pas humble avec vous-même. Cherchez toujours ce qui va beaucoup plus haut que la normale. Parce que la normale travaillera et fonctionnera en mode existentiel et obtiendra ce que la moyenne des gens obtient. Si vous fonctionnez en mode existentiel, vous fonctionnez comme tout le monde et vous allez obtenir ce que la moyenne des gens obtient. Ce que les gens lambda obtiennent. Et ce qu'ils obtiennent à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus de factures à payer parce que c'est la crise, on a un budget serré, l'État, le gouvernement en rajoute une couche, du coup, on se retrouve sur une classe moyenne qui est sectionnée en deux, il y a une partie qui devient encore plus pauvre, et une partie qui passe à la partie supérieure, et fait du tout et du n'importe quoi. Vous voyez, mais la classe moyenne, en tout cas, elle en subit les conséquences. Et la classe moyenne, c'est la moyenne des gens. Donc, essayez de penser comme la minorité, les 20%, vous savez, encore une fois, la mode Pareto, 20%, 80%, pensez comme la minorité qui pense en mode vivant, qui donne un sens dans ce qu'ils font. Même en tant que salarié, vous ne savez pas ce que ça va vous générer demain. Même en tant que salarié, fonctionnez en mode vivant, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et ensuite, la technique des CV, des lettres de motivation arrive derrière. Mais ne subissez pas là-haut la technique des CV, des lettres de motivation, cette société qui vous impose de trouver du travail, etc. Cette société qui vous impose de payer des factures avec une pression. Et là, vous allez justement faire ces choses-là parce que en haut, on vous impose ces choses-là. Non. Faites en sorte que vous êtes le plus haut possible pour regarder ces choses-là vers le bas. Avoir l'état d'esprit qui va vous permettre justement de dire, ok, tout ça fait ok, il y a la crise, mais peut-être que c'est une croyance, cette crise. Tout le monde me dit qu'il y a la crise, mais c'est qui tout le monde au juste? Quels sont ceux qui ne disent pas il y a la crise et qui ne subissent pas la crise? Parce qu'il y en a sur Terre. Qui sont ces gens-là? Ça c'est intéressant. C'est intéressant. On pourrait se poser cette question. Qui sont ces gens-là? Ils ont vécu où? Ils ont grandi où? Dans quelles conditions? Etc. Et quel est leur état d'esprit au moment où ils disent ce genre de choses? Et quand vous vous posez ces bonnes questions, à partir de ce moment-là, vous obtenez les bonnes réponses. Et ça, c'est pas à moi de faire ce travail, c'est à vous de faire ce travail-là. Moi, je suis là pour vous mettre une sonnette d'alarme sur l'état d'esprit, le bon état d'esprit qui va vous permettre de faire les bonnes choses. Ensuite, aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire honnêtement, je vais être franc avec vous.
Un jour, peut-être qu'on en parlera. On parlera de Robert Kiyosaki, qui a créé un excellent bouquin, Père riche, Père pauvre. Et peut-être même qu'un jour, je vais vous partager ce bouquin sous forme d'audio sur on va dire mon compte YouTube, vous savez. Je vais vous mettre un lien parce que si vous n'avez pas eu le temps de lire ce livre, voilà, et au moins prenez le temps d'écouter cet audio, comprendre justement ce que c'est que l'éducation financière. Et l'auteur de ce livre a parlé des 4 cadrans, dont je vous parlerai un jour. Dans les 4 cadrans, pour faire simple, gros, d'accord, vous avez à un moment donné, voilà, salarié, vous êtes salarié, d'accord. Donc, quand vous êtes salarié, vous vivez, vous subissez selon les conséquences de ce qui se passe autour de vous. Ensuite, vous êtes, allez, on va dire commerçant. Quand vous êtes commerçant, vous êtes un peu comme les salariés, vous subissez ce qui se passe autour de vous. Voyez, vous pouvez être commerçant, avoir un bureau de tabac, en vous disant, voilà, moi je veux plus être salarié, je veux devenir buraliste, avoir un bureau de tabac. Et au final, vous vivez les mêmes contraintes que si vous étiez salarié, en touchant peut-être 100 € de plus, ou 200 ou 400 € de plus qu'un salarié, mais en ayant 100 fois ou 1000 fois plus de contraintes qu'un salarié qui, lui, a le samedi et le dimanche pour lui, pour le week-end, pour sa famille, pour s'occuper de ses enfants, alors que vous, à ce moment-là, vous vous retrouvez justement à travailler le samedi et le dimanche. Alors, peut-être qu'à la base, vous vous êtes dit, voilà, je ne veux plus devenir salarié, je veux devenir pluraliste parce que j'ai envie de changer justement tout ça, je ne veux plus devenir esclave de mon patron. Et au final, vous devenez esclave de votre entreprise. Voyez? Et donc, vous avez le troisième système, le troisième cadran, qui lui correspond aux entrepreneurs. Et le fait d'entreprendre, c'est le fait d'avoir son entreprise. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise et vous faites en sorte que cette entreprise, à un moment donné, elle fonctionne en mode pilotage automatique. Et c'est quand vous êtes dans ce cadre-là que vous pouvez le plus accorder de valeur dans votre société. Ce n'est pas du tout en vous faisant brider, financièrement parlant, par un gouvernement, par des impôts, d'accord, par des factures à payer, qui fait que le peu que vous ayez, le peu d'argent que vous ayez, vous allez le donner à une grosse fondation, par exemple la fondation Pièce Jaune, dans laquelle on trouve David Douillet qui se balade en Ferrari sur les aires d'autoroute et qui se fait arrêter. Pardon, je parle cru, hein, c'est mon côté un peu Coluche. Voilà, je dis ce que je pense, mais voilà. Vous allez donner des sous à la fondation Pièce Jaune, dans laquelle vous allez trouver David Douillet se balader sur une aire d'autoroute en Ferrari, avoir oublié ce que c'était qu'une limite de vitesse, se faire arrêter par des gendarmes qui lui demandent ses papiers du véhicule, qui se rendent compte que c'est David Douillet, et quand on lui demande la carte grise de son véhicule, on voit que le véhicule n'est pas au nom de David Douillet, mais que le véhicule est au nom de la fondation Pièce Jaune. Une Ferrari, ça ne coûte pas 25 000 €. Voilà. Donc, si on a besoin vraiment de créer une fondation, si vous voulez créer une fondation pour aider des gens, créez-vous d'abord beaucoup de valeur financière. Et grâce à cette valeur financière, vous allez pouvoir aider des gens. Si vous avez envie d'aider des gens, peut-être qu'en étant salarié, vous allez aider dans votre entreprise un entrepreneur qui, lui, veut aider des gens, qui vous semble sincère et aligné sur ses valeurs, qui ne fait pas de faux semblants, d'accord, qui n'est pas là pour exploiter ses salariés aussi, ou ses clients, d'accord, ou pour faire du one-shot, vous savez, ce système de one-shot qui stipule que vous donnez un produit ou un service qui est complètement périmé, mais après tout, vous vous en foutez parce que vous avez vendu et donc vous avez fait du chiffre d'affaires. Non, ça, voilà. Donc, vous pouvez créer de la valeur en étant entrepreneur. On en parlera une prochaine fois. Et je vous montrerai justement, je vous partagerai pourquoi, pour moi, il est essentiel dans mes valeurs. Vous n'êtes pas obligé de les partager, mais voilà, on en parlera et je vous expliquerai pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez encore plus donner que en étant parfois salarié, contraint, on va dire, par des paradigmes, on va dire, de crise mondiale, crise financière ou autre, et que ce qui est essentiel pour vous, c'est vraiment de mener, de créer la vie que vous désirez, la vie que vous méritez. Donc, voilà. Faites en sorte de vraiment vous accorder une vie que vous méritez, d'accord?
la vie de vos rêves en vous posant les bonnes questions. Et faites comme cet ami donc, dont je vous parlais, qui était photographe et qui est toujours à l'heure d'aujourd'hui photographe, et qui pose un sens dans ce qu'il fait. Et si vous voulez devenir salarié, posez un sens dans ce que vous faites. Faites en sorte de vraiment vous poser 2 minutes pour vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi, et surtout d'oser faire les choses. Parce que vous pouvez réussir qu'en osant faire les choses, et même quand vous osez, vous allez voir que c'est pas facile. Mais au final, si vous raisonnez bien, vous allez vous dire que même quand on ne fait pas les choses, quand on ne fait pas les bonnes choses, c'est pas facile aussi. Si vous faites les bonnes choses, ça va pas être facile. Le regard des autres, ils vont pas comprendre pourquoi vous changez, ils vont pas comprendre pourquoi vous changez de travail, peut-être aussi. Ça va pas être facile, c'est vrai, je vous le dis. Mais regardez la situation actuelle dans laquelle vous êtes, et vous allez vous rendre compte que c'est pas facile non plus, et que finalement, c'est beaucoup moins facile d'être dans une situation qui ne nous plaît pas, que d'être dans une situation dans laquelle on travaille pour soi. Parce que là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'accomplissement, dont on parlera aussi une prochaine fois. Donc, faites ça, d'accord? Faites en sorte de vraiment vous poser les bonnes questions. Et quand on parle de bonnes questions, en termes de job de rêve, posez-vous des questions bien spécifiques, parce que votre cerveau a besoin de questions bien spécifiques. Donc, est-ce que vous voulez un boulot à temps complet? Est-ce que vous voulez un boulot à temps partiel? Quels horaires de travail vous voulez? Quelles fonctions précises vous voulez dans ce travail? Dans quel secteur d'activité, au final, vous aimeriez travailler? D'accord? Quel type d'entreprise vous aimeriez aborder? Est-ce que ce serait une multinationale, une PME, une start-up aussi peut-être, une entreprise peut-être familiale, une petite entreprise familiale, peut-être une TPE, une très petite entreprise, vous voyez? Dans quel environnement, dans quel lieu, quelle ville, quel pays, quelle région, quel département vous aimeriez travailler? Est-ce que c'est à la campagne aussi? Est-ce que c'est en ville, en bord de mer, vous voyez, une centre-ville, près de chez vous, dans une zone d'activité particulière, vous voyez? Quel type de collègues vous aimeriez avoir aussi dans votre activité? D'accord? Donc, il y a énormément de questions qui vous préparent à trouver le job de vos rêves. Et lorsque vous vous posez ces bonnes questions, à partir de ce moment-là, vous obtenez les bonnes réponses. Et quand vous obtenez ces bonnes réponses, vous êtes focalisé. Votre cerveau commence à devenir paramétré sur les bonnes solutions et vous devenez focalisé sur ce qui est le plus important pour vous. Vous êtes clair avec ça. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne qui est en face de vous, donc votre recruteur, qui est, eh oui, aussi un être humain comme vous, hein, voilà, il est fait de chair, de sang et d'os, voilà. Il boit de l'eau comme vous, d'ailleurs, je vais en boire, hein, parce que je parle ça se dessèche à un moment donné. Et au final, cet employeur, il va finir par se dire, lui ou elle a quelque chose de plus que les autres. Lui ou elle a quelque chose de plus. Et rien que par ce fait, j'ai envie d'aller plus loin, je suis assez curieux. Voilà. Cette personne, elle sort du lot. Et donc, comme je vous disais, voilà, je vais faire ce live un tout petit peu plus court. Ok. Pensez que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live en direct à 20h. Je serai en déplacement. Donc, peut-être que vous pourriez continuer à me suivre via ma page Facebook. Mais ce que je vais vous proposer de faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous diagnostic, vraiment en one-to-one. C'est une formule que j'ai créée pour que vous puissiez, c'est rare, donc, qu'on trouve ce genre de formule sur Internet en one-to-one comme ça, pour que vous puissiez vraiment interagir avec moi, parler avec moi et qu'on puisse vraiment faire un bilan de votre situation actuelle pour comprendre là où vous en êtes aujourd'hui et quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Ça va vous permettre forcément à un moment donné de comprendre vers quel endroit vous voulez aller, quel est votre rêve, quel rêve vous nourrissez à l'intérieur de vous, quel est votre objectif de vie, quelle est votre vision, quelle est votre passion, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez devenir inarrêtable et inatteignable. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose. Et pour cela, je vous propose de cliquer sur le lien que je vais vous envoyer tout de suite. D'accord? En commentaire, en dessous de la vidéo. Voilà, je vous envoie le lien.
Donc, pour une session diagnostique gratuite qui n'est pas obligatoire, mais qui va vous permettre vraiment de faire passer votre vie à un niveau supérieur. Et j'ai déjà proposé ce genre de choses. Sachez que là, par contre, pour cette semaine, il ne reste que peu de place dans mon emploi du temps hebdomadaire. On a reçu déjà énormément de demandes. Le planning, il est chargé, il a été bouclé. Je crois qu'il reste peut-être un jour et demi ou un jour, et je crois que c'est mercredi. Donc, répondez rapidement, inscrivez-vous rapidement pour répondre à cette session diagnostique gratuite en le faisant tout de suite, maintenant. Je vous mets le lien, donc session diagnostique, et maintenant, c'est à vous de cliquer là-dessus. Ou vous cliquez maintenant, ou vous cliquez demain, et ce sera peut-être trop tard pour vous, lorsque vous allez voir cette vidéo en différé, parce qu'il n'y aura plus de place. Mais voilà, en tout cas, je privilège toujours les plus actifs et les plus présents, c'est normal. Et donc, si vous êtes présent aujourd'hui et que vous voulez donc atteindre un niveau supérieur dans votre vie salariale, c'est la thématique d'aujourd'hui, inscrivez-vous maintenant en bas de la vidéo. Il y a le lien que je vous envoie tout de suite, voilà, j'ai fait entrer, pour une session diagnostique gratuite et suivez ensuite par mail les instructions que je vais vous envoyer pour pouvoir justement faire en sorte que on puisse mettre en place ce rendez-vous ensemble. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, si vous voulez un tout petit peu plus de détails, n'hésitez pas en bas de la vidéo au niveau des commentaires, de la zone de commentaires, ou aujourd'hui en direct en live. Il va s'arrêter dans pas longtemps, le live, le direct, d'accord, mais donc ou aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, lorsque vous allez revoir cette vidéo en rediffusion, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous dis à très bientôt, donc au prochain rendez-vous, et je vous donne pour certains rendez-vous pour une session diagnostique en one-to-one. Donc on sera vraiment comme ensemble dans un salon, sauf qu'on parlera à distance via la webcam interposée, là, de vous à moi. Ça va vous permettre vraiment de faire passer votre vie à un niveau supérieur. Merci infiniment encore une fois pour votre attention. Inscrivez-vous pour ceux qui le souhaitent via cette session diagnostique en one-to-one, en privé avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres rendez-vous du lundi. Donc, ici, encore une chose que je rajoute, dans cet espace privé, sachez que je vous tiendrai au courant pour l'arrivée du nouveau rendez-vous du prochain Facebook Live à 20h. Donc, tenez-vous prêts pour recevoir régulièrement les informations ici, dans cet espace même privé. À bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et portez-vous bien d'ici là. Et réalisez vos rêves surtout. Ciao, ciao. Pour l'arrivée du nouveau rendez-vous du prochain Facebook Live à 20h. Donc, tenez-vous prêts